Max Rennes. Votre chaîne de télévision offre à ses téléspectateurs des émissions qui vont de la pornographie soft à la violence hard. Pourquoi? Pour des raisons purement économiques, nous sommes petits. Et si nous voulons survivre, nous devons offrir des émissions qui ne se voient pas ailleurs. Voilà, c'est ce que nous faisons. Mais vous devez vous douter que de telles choses contribuent à créer un climat de violence et une sorte de malaise sexuel. Cela ne vous inquiète pas? Si, au contraire. Et ce que j'offre dans mes émissions est un très bon exutoire à leurs fantasmes et à leurs frustrations. Je crois que ça, c'est un acte positif. Socialement parlant. Qu'en pensez-vous, Nikki? Est-ce socialement positif? Eh bien, je pense que notre époque est surstimulée. Nous cherchons la stimulation pour la stimulation. Elle nous submerge. Mais nous en voulons toujours plus, que ce soit sur le plan tactile, émotionnel ou sexuel. Et je crois que c'est mauvais. Alors pourquoi vous portez cette robe? Je vous demande pardon? Votre robe. Elle est très stimulante. Et elle est rouge. Imaginez ce que Freud aurait pu en déduire. Il aurait eu parfaitement raison. Je dois l'admettre. Je vis en état de surexcitation et de surstimulation. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Tolstoy. Ah, ton cul. C'est mon génie. Où ils sont? Les amis, les donne force. J'ai tous les gars avec moi là-bas. Là-bas, j'ai toujours avec les autres. C'était mes amis. Ici, j'ai plus rien. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le légendaire et prolifique Christophe Lemaire. Bonjour Christophe. Bonjour une fois. Je suis belge, je tiens à préciser. On va évidemment le présenter pour tous les pauvres gens qui n'auraient jamais entendu parler de lui. Je dis prolifique et c'est pas pauvres gens. Non mais c'est pas les pauvres gens, c'est pas forcément une insulte d'être pauvre. Peuple d'en bas. Je dis prolifique et c'est pas complètement gratuit puisque donc on va parler de Starfix ensemble mais avant de parler de Starfix, moi j'avais un petit laïus personnel à faire puisque mon premier souvenir, moi j'étais trop jeune comme je pense d'autres auditeurs. J'entends ça tout le temps. Oui voilà, mais comme je pense pas mal d'auditeurs, j'étais trop jeune pour pouvoir acheter Starfix quand ça sortait. On va revenir sur l'histoire de Starfix, bien sûr sur l'aventure et les dates c'est grosse. Ça se termine en 89, si je dis pas de bêtises. 90, la première décembre 90, janvier 83, décembre 90. Merci. Moi par contre, ma première revue, ça a été Ciné News que tout le monde a oublié, je pense. C'était la Starfix. Voilà. Et ça a été très important pour moi, Ciné News, qui mettait souvent en couverture Van Damme, Schwarzenegger, Stallone, et on pouvait retrouver les billets, si je dis pas de bêtises, de Monsieur Paimboeuf. Oui, on retrouvait ces billets, cet homme mystérieux. Voilà. Que nous avons donc le plaisir de recevoir sur ce plateau. Ah cool, je savais pas qui venait. Également, voilà, nous avons plusieurs invités aujourd'hui. Et voilà, je voulais juste dire que moi, ça a été assez important dans Ciné News, alors que, évidemment,
personne. Et j'ai fait des recherches Ciné News sur Internet. C'est assez compliqué de trouver. Ouais, c'est Mis à bizarre. part des couvertures, on retrouve les Ouais, couvertures, c'est vrai. voilà. Mais sur le contenu de Ciné News même, il y a rien. Tout le monde a été oublié. Alors Non, je crois c'est qu'il y avait vrai. Philippe Rouillet aussi qui travaillait là-dedans. Oui, il y a beaucoup de monde qui est passé là-bas, ouais. Et oui, en effet, en relisant un peu le livre Starfix dont on va parler aujourd'hui, les textes, je retrouvais vraiment dans Ciné News quelque chose de, voilà, vraiment une continuité à Starfix, sans avoir connu à l'époque évidemment. Hein, j'avais 5 ans quand j'ai acheté mes premiers Ciné News, mais ça a été très important pour moi et je suis donc encore plus ravi, enjoué de vous recevoir ici sur ce plateau. C'est un plaisir. Voilà, je veux dire, moi, Robert Painboeuf, ça a été important aussi. C'était le petit truc. Voilà. Merci. On va donc parler de Starfix à l'occasion. Alors déjà, avant de commencer, peut-être merci quand même à Court-Métrange, puisque vous êtes présent à Rennes pour le festival Court-Métrange. Vous êtes jury, vous êtes membre du jury de Court-Métrange, donc merci à eux quand même. Tu C'est peux me grâce à- tutoyer, hein. Ça sera beaucoup plus simple, je pense. Donc c'est grâce à eux que tu es là sur ce plateau, donc merci à eux. Ouais. Et on aurait pu parler de plein de choses avec toi, de Fernandel, de Duvivier. On t'avait mentionné pour Duvivier, c'était la sortie du Blu-ray de Panique. Ouais. Tu avais signé le petit livret sur Duvivier. On aurait pu parler de Robert Aldrich et de l'Empereur du Nord, par Ouais, c'est exemple. sans fin. Mais on a décidé donc du coup, l'occasion est très belle puisqu'un livre sur Starfix sort. D'ailleurs, c'est quand la sortie du livre? Alors je crois que c'est c'est à peu près je crois que c'est dimanche. Dimanche c'est absurde puisque les librairies sont fermées le dimanche, mais officiellement je crois que c'est dimanche prochain parce que. Donc on reste au mois d'octobre. Ouais, le 22, donc le 23, ce sera dans. Je crois que le 23, le livre devrait être dans les Fnac et les sex shops. Octobre 2016 donc. Parce que au cas où les gens nous écouteraient dans très longtemps, le livre sur Starfix qui va à la fois condenser des textes qui datent de l'époque, ouais, de 1912. La Avec génération. des super papiers de Germaine Dulac. Oui, l'interview de Méliès, hein, on a découvert Méliès quand même. Hein. Bon, faut quand même peut-être faire un petit topo sur Starfix parce qu'il y a Non, beaucoup mais de gens. évidemment, Ouais, on bien a- sûr. on a Ah une oui, heure. Allez-y, parce que je sais plus quoi. Ouais. C'est tellement loin pour moi. Et justement, donc l'aventure Starfix. Mais oui, non, ça aurait été l'occasion quand même, vu que t'es présent sur le plateau, de nous raconter comment t'as écrit un texte justement d'introduction après William Friedkin, après Mathieu Kassovitz. Il y a un texte d'introduction dans le livre de Christophe Lemaire qui revient justement sur les débuts de l'aventure Starfix. Toi, t'as débarqué alors que les deux instigateurs avaient déjà lancé la machine. Oui, mais tout ça prend source. C'est bizarre parce que il faudrait à chaque fois c'est des poupées russes en fait. Tout ça prend source dans le milieu du fanzina hein, finalement parce que disons à la fin des années 70, début 80, plutôt tout début 80. On avait Christophe Gans avait son fanzine qui s'appelait Résus Zéro, François Cognard avait son fanzine qui s'appelait Profondo Rosso. Non, Rouge Profond, pardon, la traduction française du titre italien des Frissons de l'Angoisse. Nicolas Boukrieff avait son fanzine qui s'appelait Intruder, donc voilà, ça c'était pour ceux qui faisaient des fanzines à l'époque. Et on a commencé à se fréquenter. Moi, je sais que par exemple Nicolas Boukrieff, la première fois que je l'ai contacté, on se contactait par courrier, par voie postale, puisque lui, il habitait à Antibes. Parce qu'il vient d'Antibes comme Christophe Gans. François Cognard, moi je l'ai rencontré à la boutique Movie 2000, mythique boutique parisienne tenue et créée par Jean-Pierre Puters, le créateur de Mad Movie, donc qui était un haut lieu de rencontre de tous les fanzineurs, fanzinophiles des années 80. Donc je l'ai rencontré dans cette boutique quand on venait déposer d'ailleurs nos fanzines respectifs. Christophe Gans, moi je l'ai rencontré encore avant puisque il était un peu mythique sur Paris parce qu'il faisait Résus Zéro qui était le fanzine le plus luxueux de tous les fanzines de Paris que tout le monde jalousait parce qu'il avait voilà, que ce soit en qualité d'impression ou en érudition cinéphagique, il mettait tout le monde à terre quoi. Et je l'ai rencontré, je crois, la première fois. J'entendais parler de lui, mais je ne pouvais pas mettre un visage. Et à chaque fois que je fréquentais beaucoup la Cinémathèque à l'époque, j'allais à Chaillot, et à chaque fois je disais mais Christophe Gans, et on me disait oui mais il est là. Alors il est là. Ah non mais il était là.
je dis, mais et un jour, on me dit, bah, il est là. Et je me retourne et je vois un grand roux en train de discuter Ça fait peur. avec deux geeks. Et je m'approche, et la première fois que j'ai entendu une phrase sortant de la bouche de Christophe, il était en train de dire à ces deux geeks, en disant, je vous assure que Tom, c'est la phrase exacte, et je vous assure que Tom de Simone a fait du porno gay. Alors, sachant que Tom de Simone était vaguement connu des amateurs de gore pour avoir signé un film d'horreur à l'époque qui s'appelait Hell Night, avec Linda Blair, je crois, qui était passé au Festival du Rex. Donc tout le monde parlait un peu de ce film à l'époque, un film oublié, qui n'est jamais sorti en France dans les salles, qui est sorti vaguement en VHS, enfin bref. Et Christophe disait ça, il y avait les deux geeks qui étaient, c'est pas possible. Si, il a fait un porno gay. Et moi j'étais fasciné, je me dis, putain, comment il sait ça? Et j'ai commencé à discuter avec lui, et ça c'était en 79, je crois. 79, Christophe venait de travailler à l'époque à l'Écran Fantastique. Il faisait entre autres la rubrique, il s'occupait de la rubrique vidéo, et il venait aussi, où il était en train, où il s'apprêtait à réaliser son court-métrage de fin d'études de l'IDEC qui s'appelait Silver Slime, qui était son hommage au giallo italien, au film de Bava et d'Argento, d'où Silver Slime, bave d'argent si on traduit. Et voilà. Et puis après, il y a eu de fil en aiguille l'aventure Starfix. Mais et juste, tu parlais d'écran fantastique à l'instant, et justement d'où ma question, ma première question. Starfix, d'où vient cette envie, alors que justement il y avait déjà des magazines comme l'écran fantastique qui étaient présents. Qu'est-ce qui manquait? Ce qui manquait, c'était que alors le problème, c'est qu'il faudrait pas que je me fasse des ennemis. Non, c'est pas ça. Parce que moi personnellement, je dois beaucoup à Alain Schlokhoff, parce que à l'écran fantastique, je l'achète plus aujourd'hui, mais j'achète quasiment plus aucune revue de cinéma d'ailleurs. Mais le Rex, le festival du Rex, a été très important pour moi dans ma vie. C'était vraiment fait partie de mes souvenirs. C'était, faut voir ce que c'était à l'époque. C'était la salle du Rex remplie de 2800 spectateurs hystériques qui hurlaient pendant 4 heures un double programme de films d'horreur. C'est orgiaque, quoi. Je crois que c'est là-bas que Massacre à la tronçonneuse, par exemple. Bien sûr, moi j'ai Massacre à la tronçonneuse, ils ont refusé l'équivalent de la salle qui était dehors, ils ont fait venir les flics, il y a eu des vitres brisées, ça c'était l'hystérie, hein. Donc j'ai des énormes souvenirs, et puis Schlokhoff a fait beaucoup aussi. Et ça a été important, on est d'accord. Schlokhoff a fait beaucoup pour l'arrivée du cinéma fantastique en France. Après Christophe a travaillé à l'Écran Fantastique, et je crois qu'il voulait, lui, ce qu'il regrettait un peu, si je me trompe pas, je voudrais pas me tromper, mais je crois qu'il voulait ouvrir, il voulait pas se cantonner juste au fantastique pur et machin, il voulait un peu plus s'ouvrir sur le reste. Et je crois que Starfix est né de ça, c'est-à-dire que Christophe travaillait à l'époque comme il achetait des films, enfin il repérait des films pour une boîte qui s'appelait Scherzo Vidéo. Et il a sorti des collections de films asiatiques d'action, genre Les Tueurs Noirs de l'Empereur Fou, enfin des films de dingue. Les Tuyark, le premier Choyark aussi, L'Enfer des Armes, etc. Et parallèlement, il sortait aussi une collection de films porno de qualité, dont j'ai oublié le titre, Story of Johanna, voilà, Story of Johanna de Damiano, qui est super. Et je pense que Scherzo s'est fait des couilles en or, voire des vagins en argent, avec cette collection et avec les films de Christophe. Donc c'est eux, du coup, sous l'impulsion de Christophe, qui ont investi dans Starfix, qui ont créé Starfix, et la revue a donc été créée par Christophe et par Doug Henlein, qui lui venait de Métal Hurlant. Doug Henlein, qui est le fils de Jean-Patrick Manchette, le romancier. Donc ça a commencé comme ça. Voilà. Avec un numéro 1 qui était Dark Crystal, je crois, et un numéro 2 qui tout d'un coup a fait un carton absolu dans la presse, qui était donc Rambo, notre cher Sylvester Stallone, et qui a fait, voilà, et là on est arrivé là, et je crois qu'on a mis un petit coup de gégène. Oui, parce que ce pourquoi voilà, Starfix est devenu un peu légendaire, même pour les gens, et surtout légendaire pour les gens comme nous, qui, même si moi-même je suis plus âgé qu'Étienne, j'étais trop jeune encore pour acheter Starfix, mais c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, évidemment, parce que
à la manière un peu des Cahiers du cinéma, beaucoup de ses collaborateurs ont fini par faire des films. Boukrieff et Gantz et Cognard en tant que producteurs. Mais c'est aussi parce que c'est venu remplir une sorte de vide total. Vous avez, à la même manière que les Cahiers du cinéma, appliqué la politique des auteurs, c'est-à-dire une défense d'auteurs qui était absolument déconsidérée. On vous doit quand même pas mal la mise en avant de gens comme Cronenberg, De Palma, Verhoeven, des gens qui étaient à peine mentionnés dans différentes publications. Et je sais que même, tu parlais de l'écran fantastique tout à l'heure, c'est même eux, ne s'intéressaient pas forcément ou accordaient pas vraiment la place qu'il fallait à des gens comme Cronenberg à cette époque-là. Je me souviens plus trop de ce dont parlait l'écran fantastique. Bon, de toute façon, il parlait de tout ce qui était fantastique, donc forcément, il devait parler de Vidéodrome. Si, je pense quand même qu'ils ont fait des interviews, et même ils ont fait des interviews de Palma. Moi, je me souviens de super interviews dans les années 70. Moi, j'adorais l'écran fantastique quand ils étaient en format carré. Là, j'étais comme un fou j'étais accro à l'écran. Et nous, on est arrivé, on a eu cette espèce de politique des auteurs, mais je pense que si on doit comparer aux Cahiers ou aux autres revues de cinéma, c'est que il y avait quand même dans Starfix on rigolait aussi quand même. Et on pouvait parler aussi de films Z entre guillemets, de cinéma bis. Moi, j'ai une théorie. Je dis toujours que la plupart que quand tu fais une revue de cinéma ou que tu es journaliste ou critique, etc., tu penses plutôt avec la tête. Et nous, je pense qu'on vivait ça avec les tripes. Voilà, c'est pour un peu schématiser. Ça sortait des tripes. C'est-à-dire que moi, personnellement, je n'ai jamais pris au sérieux mon boulot de critique. Alors, je tiens à dire ça. J'ai toujours été un peu pas mal à l'aise, mais le mot critique, le mot journaliste sont des mots trop sérieux pour moi. Moi, je préfère toujours dire que je suis un cinéphage. Et parce que quand on dit critique ou journaliste, il y a quelque chose de sentencieux, de donneur de leçons, et je me sens pas. Je ne donne que mon avis. C'est toujours ce que je dis. Je ne donne que mon avis. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand une fois, c'est la femme d'un ami qui m'a dit ça. D'ailleurs, la femme de Véronique Dupont-Moreau, la femme de Jean-Michel Dupont, lui-même co-rédacteur en chef de la revue de Ciné News, qui tient une boutique, je crois, maintenant, ou qui a tenu une boutique, non? Jean-Michel, non, pas du tout. Il est ailleurs, il fait d'autres choses. Il fait de la BD maintenant. Il est scénariste de BD, et entre autres. Et qui elle un jour m'a dit, quand je lis ce que t'écris, je ne suis pas du tout cinéphile, mais ce que j'aime bien, c'est que quand je lis tes écrits, 1, j'apprends des choses, et 2, je me marre. C'est juste ce qu'il me faut, c'est tout. Après, les gardiens du temple, c'est pas pour moi. Voilà. Surtout qu'en plus, il y avait peut-être aussi le côté d'être un petit peu en guerre contre certains gardiens du temple, en défendant des choses qui étaient justement déconsidérées ailleurs. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas pour aller contre les autres journaux, puisqu'on les lisait. Donc, pour certains, moi, en fait, j'étais plutôt de la culture populaire, donc je lisais l'écran, je lisais évidemment Mad Movie. J'ai commencé à lire Mad au numéro 12 quand c'était encore un fanzine. Mais par contre, je lisais pas, j'ai jamais vraiment lu ni Positif, ni les Cahiers. J'ai rien contre, mais c'est juste que c'était pas ma culture. Enfin, l'analyse ne m'intéressait pas, m'intéresse pas trop. Je m'ennuie un peu même si voilà, c'est pas. J'ai lu des tonnes de bouquins de cinéma, etc. Et à un moment, je réalise que ce qui m'intéresse, c'est le gonzo, c'est le vécu. C'est pour ça que je lis que des biographies ou des autobiographies de gens qui me racontent des histoires. Et les bouquins d'analyse ne m'intéressent pas, en fait. Et la critique, d'ailleurs, m'intéresse de moins en moins parce que j'en ai trop lu. Voilà. Et même les miennes ne m'intéressent pas. Mais c'est vrai qu'à un moment, comme on s'éclatait aussi à des films de Bruno Mattei ou des séries Z ou des machins, on voulait faire un truc qui
On voulait faire le pont entre tout ça, quoi, avec chacun notre ton. Oui, parce que vous n'étiez pas d'accord quand même entre Ah bah bien sûr, évidemment. Je veux dire, chacun avait. D'ailleurs, c'est Nicolas qui un jour, Boukiev, avait fait ce jeu, parce qu'on faisait plein de jeux entre nous. Il disait quel cinéaste appartient à qui au sein de la rédaction. Voilà, et un jeu auquel on joue encore aujourd'hui, tu vois. Et je sais pas, par exemple, James Cameron, à l'époque, c'était François, un cognard qui défendait James Cameron, pas Christophe. Parce que Christophe, il a attendu à bis pour. Ouais, après Christophe, mais après on change tous, voilà, Christophe maintenant est le spécialiste de James Cameron en France, il en parle super bien. De toute façon, il ouvre la bouche, il dit que des choses. Il est fascinant, quoi. C'est incroyable. Et voilà. Et Nicolas, c'était Zulawski. Et Fall, c'était James Bond. Et Hélène Merrick, c'était tous les muscleux, Dolph, Chuck Norris, Schwarzy, machin, etc. Donc on avait chacun notre truc. Et le jeu, c'était de persuader les autres que c'était vachement bien, quoi, en gros. Mais voilà, c'est pas parce que on avait des auteurs de prédilection, ceux qui avaient des auteurs de prédilection en parlaient. Et Nicolas a fait un paxon de trucs sur Zulawski, on a fait 2 couvertures d'Amour Braque. Voilà, François a défendu Besson au tout début. On a défendu Besson d'ailleurs avec le dernier combat. On a suivi le tournage de Subway. Bon, après c'est parti en vrille. Mais voilà, et c'est ça qui. Il y avait pas quelqu'un au-dessus de nous pour dire oui non. Je refuse et ça j'accepte. Non, c'était des discussions. Et puis voilà, Mais l'unité, elle est venue d'où? Parce qu'il y a quand même une unité qui, a priori, a touché non seulement le groupe qui travaillait dans Starfix, mais aussi le lecteur, puisqu'il y a quand même une génération qui est arrivée après Starfix et qui a créé des choses. Je pense que c'est le ton, c'est-à-dire que les gens, je pense, s'amusaient en lisant ça. D'abord, on faisait découvrir des réals, puis surtout, on le faisait de façon assez, voilà, on faisait pas c'était pas compliqué à lire, quoi. Donc mais il y avait quand même de l'analyse aussi. Oui, il y avait de l'analyse, mais simple. Il y avait de l'analyse enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y avait de l'analyse. Je pense que chacun, en fait, il se trouve que c'est même Fall le dit lui-même. Il dit c'est incroyable quand même que tous ces gens qui avaient des caractères très différents aient pu s'entendre au sein d'un même magazine. Et voilà, et on avait chacun, je crois que ce qui faisait la force du magazine, c'est qu'on était chacun chacun était très très personnalisé dans sa façon d'être, d'écrire. On était tous on avait chacun un grain de folie, je crois, dans ce qu'on aimait, et on avait chacun un style très défini dans la façon d'être, d'écrire, de rêver le cinéma, et je pense que le mix de tout ça. Fait que les gens ont adoré, mais on s'en est pas rendu compte à l'époque. Hein. Ouais. On s'en est rendu compte surtout une fois que le magazine a été mort, à quel point les lecteurs se sont dispersés dans toutes les couches de la société. Oui, parce que ça a explosé, mais en termes de lecteurs, mais aussi en termes de publication. Après Starfix, du coup, il y a eu un peu une abondance peut-être de plus petits magazines qui duraient, comme Ciné News par exemple. Ciné News c'était un peu la famille parce que c'était fait par Henri Gigou et Jean-Michel Dupont qui étaient aussi des lecteurs de Starfix. Et Hélène écrivait dedans. Moi et Hélène on écrivait dans Ciné News, et Alain Charlot aussi qui est un autre de mes camarades qui lui est arrivé à Starfix sur le tard. Donc puisqu'il y a eu une autre revue aussi, il y a eu le Cinéphage. Il y a eu une revue qui s'appelait Cinéphage, dans lequel j'ai bossé aussi, dans lequel des ex de Starfix ont bossé, comme Mathias Anderson qui avait créé le Daily Planet En fait, on s'est éparpillé. Ça a explosé. Il y en a qui ont. Je crois que Christophe a commencé presque directement derrière à se concentrer sur le fait de faire des films. Nicolas est passé à Canal+, donc la culture Starfix est arrivée à Canal+ via Nicolas, qui a créé un ciné-club là-bas, nous on s'est dispersés, enfin on a écrit moi j'ai écrit dans
ce jour, non pas moins, 80 publications, plus de 80, ouais, de tout, des hebdos, des quotidiens. J'ai travaillé dans les canards de vidéo, des canards de cul pendant 10 ans, dont certains étaient faits par les éditeurs de Ciné News. Donc il y avait Ciné News, mais il y avait aussi X-Mac, Pulsion et Vertige. Trois canards de cul dans lequel, avec mon camarade Alain Charlot, on faisait éclater, parce qu'on faisait des textes. Moi, je faisais du pain bœuf dans ces canards de cul. Et c'est marrant parce que ces canards, je les adore. Et c'est comme Ciné News, c'est des trucs qui sont complètement oubliés. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça vaudrait le coup de faire une compilation parce que c'était complètement fou, quoi. Oui, il y avait une liberté aussi. Bah oui, on faisait des trucs surréalistes dans ces canards, ce qui n'empêchait pas la cinéphilie, mais on se laissait aller, quoi. Mais est-ce que parce que moi j'ai quand même l'impression aussi qu'à la fin des années 80, début des années 90, tout ce que Starfix pouvait défendre avec passion, ça a été aussi récupéré par d'autres plus installés. De la même manière que les cinéastes, Cronenberg justement à cette époque-là a commencé à être reconnu. Enfin, c'était un peu plus tard Cronenberg peut-être, mais voilà, ça commence à s'installer dans. C'est-à-dire que aussi, voilà, la culture fantastique, bizarre, machin est devenue si on peut faire un parallèle, par exemple, c'est que je me souviendrai toujours avoir été au marché du film à Cannes dans les années 80, avoir vu une séance de minuit Branded avec Peter Jackson qui discutait avec tous les geeks qui étaient là, tous les gens. D'ailleurs, quand je dis tous les geeks, tous les gens en tout cas tous les journalistes de Starfix, tous les journalistes de Écran Fantastique, tous les journalistes de Mad Movie qui étaient à cette séance de minuit de Branded, avec Peter Jackson qui était complètement là, abordable, etc. Et aujourd'hui, on voit qu'il fait partie de ceux qui font les plus gros succès de l'histoire du cinéma, avec les Hobbits et compagnie. Donc c'est effectivement, c'est une culture qui est passée en partie dans le top 10 des films les plus rentables et des plus grosses productions de l'histoire du cinéma. Donc et parallèlement dans les revues, oui, ce qui est drôle, c'est que là, par exemple. Ce qui m'a fait marrer, c'est que Jean-Pierre Lavoignat, qui est qui a été rédacteur en chef de Studio Magazine, a fait récemment une série de documentaires absolument formidables pour le câble, pour OCS, je crois, et où il interviewe. C'est une série de presque une dizaine d'émissions. Il interviewe il a été recherché à Hollywood, des interviews d'une heure passionnante de tous les grands réalisateurs américains des années 80. Mais c'est tous les réalisateurs de Starfix. Ouais. C'est Joe Dante, c'est Walter Hill, c'est John Carpenter, c'est Rémi. Je sais pas si Rémi, je sais pas si. Est-ce que c'est pas justement des réalisateurs qui aujourd'hui, même si Walter Hill par exemple continue, il y a son prochain qui va sortir bientôt, mais qui sont aussi moins populaires que justement des Peter Jackson ou. Oui. Parce que Joe Dante, dernièrement, en France, Joe Dante, il galère pour tourner. Walter Hill, il va faire un film. Il a fait un nouveau film, mais je sais pas dans quel état. Ouais, c'est ça. Et oui, la question, je sais plus. Est-ce que ces entretiens qui ont été faits, là, justement, est-ce que c'est pas avec déjà des types qui sont vraiment plus qu'en fin de route, qui ont du mal à. Non, mais c'est l'intérêt. Non, mais c'est justement, c'était l'intérêt de ces docs. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez, il y avait Alan Parker, c'est des gens, en fait, pour la plupart, Hugh Hudson, des gens qui ont été très importants dans le cinéma, peut-être les meilleurs les réalisateurs des années 80, et qui aujourd'hui ne tournent plus. Et ça tourne aussi autour de ça, cette série d'entretiens. Donc, et pourquoi ils ne tournent plus? Parce que il y en a qui ont passé le cap et qui sont mis au numérique pour schématiser, comme Peter Jackson ou Sam Raimi. Et puis il y en a qui sont restés old school comme Carpenter, Walter Hill et compagnie, et qui aujourd'hui tu peux plus, ils l'expliquent tous, hein, ils peuvent plus tourner. Qu'est-ce que tu veux faire Hollywood aujourd'hui? C'est marvelisé partout. Et le seul truc, c'est que voilà, ce qui est bien, c'est, je pense aujourd'hui la seule porte de sortie pour ceux qui acceptent encore de tourner, parce que je pense que Carpenter, ça y est, il fait ses concerts maintenant, c'est d'aller sur finalement aller à la télé, hein, de faire des séries, ou d'aller sur Netflix, où il y a encore mais autrement à Hollywood, pour tourner des sujets vraiment, je veux dire, il y a les trois quarts des films qu'on a défendus dans Starfix.
je parle pas de Aliens de James Cameron, mais d'autres films. C'est super, c'est impossible à produire aujourd'hui à Hollywood. D'où le nom de votre rubrique. C'est une émission, c'est plus qu'une rubrique. Une émission qui a 10 ans, monsieur. Ça durait plus longtemps que Starfix. Oui, c'est vrai. Et non, mais le cinéma est mort pour eux. C'est une émission nécrophile. Et bah voilà, mais justement, et le cinéma est mort pour eux parce qu'ils ne peuvent plus. Alors soit ils n'ont plus. Ils ne peuvent plus parce qu'ils sont âgés. Ça c'est un truc. Ça c'est un truc qui m'énerve, c'est que tout le monde dit des fois, ouais, t'as vu le dernier film de machin, et qu'est-ce que c'est mauvais. Oui, mais le mec il a 80 ans ou 75 ans, c'est normal de plus assuré comme avant. Et c'est drôle parce que on voit ce que fait George Miller. C'est un vieux bonhomme. Mais il a l'énergie quand même. Il y en a. Il y a Verhoeven, il y a George Miller, il y a Ridley Scott, il y a, et là, je pense Jodorowsky par exemple, à leur façon. Mais tu vas voir Argento ou Romero ou Carpenter, lui carrément, il a arrêté. Ouais, vaut peut-être mieux. Et voilà. Et mais au moins ils le reconnaissent. Là, j'ai vu. Oui, j'ai vu. Je sais qui disait ça dans une interview. Oui, j'ai vu un doc formidable. Là, j'étais dans un autre festival à La Roche-sur-Yon, un doc sur De Palma. Où De Palma aborde tous ses films, et tous, film par film, paf. Enfin, il dit un truc assez juste. Il dit, mais faut pas rêver, hein. Je veux dire, un metteur en scène fait ses meilleurs films entre 30 et 50 ans. Après, ça commence à dégénérer. Mais c'est parce que c'est dur de faire un film. Ah oui, ça demande de l'énergie. C'est pour ça que j'en ferai jamais. Je vois dans quel état ça met avec mes camarades des fois. Et à un moment, c'est moins bien qu'avant, mais c'est normal, c'est l'âge. Je veux dire, à un moment, on va pas demander à Kirk Douglas de rejouer Spartacus quand même. Il le fera pas aussi bien que. Il serait capable, il est increvable. Je veux dire, 100 ans dans 2 mois. Voilà. Et à un moment, je pense que c'est pareil pour les réals, et même d'ailleurs pour les journalistes. Hein. Moi, je pense que je suis moins bon que quand je faisais du pain bœuf dans Starfix dans les années 80. Hein. Même si j'ai encore des soubresauts. Mais dans ce cas-là, donc du coup, t'es d'accord avec ce qu'il y a Mathieu Kassovitz qui signe un texte, donc en intro du livre sur Starfix. On n'aura pas trop le temps. On va essayer d'en parler quand même un peu du bouquin, mais où justement il clôt son texte en disant le cinéma est mort, vive le cinéma. Et c'est vrai que tout au long du texte, on a l'impression qu'il y avait un peu en filigrane, c'était mieux avant, quoi. Oui, mais Mathieu aussi, il s'est ramassé avec son dernier film, et que nous on a c'est drôle parce qu'on a tous aimé son dernier film. C'était même une exception dans le cinéma français. C'était vraiment bien, et une fois encore, on se dit voilà. C'est peut-être qu'on peut plus faire ça aujourd'hui non plus, ici aussi en France. Et je pense que évidemment, un metteur en scène qui met des années à faire son film, puis son film se plante, il est forcément amer, donc il y a un côté de cinéma est mort, ce qui est normal, hein. Mais il y a quand même, quand on regarde rétrospectivement, un truc assez étrange. C'est vrai que Starfix du coup s'est arrêté, par exemple en France, pile poil au moment où justement dans les années 90 allait émerger une nouvelle génération. Alors évidemment on peut parler de Besson qui sort Le Dernier Combat et qui a illustré une certaine diriger le cinéma français vers un truc de genre, mais il y a eu aussi les Caro et Jeunet, il y a eu et puis après donc du coup les certains rédacteurs de Starfix, Boukrieff avec Le Convoyeur, avec d'autres films, et puis Gantz avec Le Pacte des loups. Il y a eu aussi un lancement de collection chez Canal+, qui, je sais plus si c'était Cognac qui s'en occupait. François, c'était merde, j'ai oublié. Freyer, ça s'appelait non, c'était French Freyer. Oui, French Freyer, voilà, où il y a eu vraiment une sorte de volonté dans le cas du cinéma français, de créer du cinéma de genre. On sait que voilà, c'est toujours le grand débat en France. On n'a peut-être pas cette culture-là de créer du cinéma de genre. Et il y a eu tout un soubresaut et tout ça. Le Pacte des loups, ça a été un succès phénoménal. La Belle et la Bête marche surtout apparemment, enfin plutôt bien marché en France. En Chine, ça a été un carton a priori, mais il y a un truc où il y a quand même une résistance forte, et on se dit quand même que parce que pareil aux États-Unis, il y a une sorte à un moment où on a senti que les gens qui partageaient cette culture-là, la culture très cinéphile, très cinéphage, avec des références et une culture du cinéma bis, du cinéma américain populaire et compagnie, a commencé à faire des films, ils ont pris le pouvoir, et là on a l'impression quand même que ça s'étiole complètement, enfin que ça a du mal à être pérennisé. Parce que les exécutives aux États-Unis ont pris le pouvoir. Oui. Déjà aux États-Unis, et c'est pour ça qu'il y a, et je pense que la révolte,
Cette révolte dont tu parles se fait, je pense, aujourd'hui à travers les séries télé et des chaînes comme Netflix ou l'autre. Mais tout ça est récupéré aussi très vite. Netflix, c'est bon, ils vont rentrer dans un moule de toute façon et ça va faire le même. En tout cas, moi, en tout cas, moi, je parle au niveau des séries télé. Je suis un peu comme tout le monde. Je reconnais quand même qu'il y a une créativité absolument hallucinante que c'est Christophe d'ailleurs Gans qui en me parlant de Walking Dead, moi j'ai toujours pas vu je me suis arrêté à la saison 2, donc j'ai pas vu les autres saisons, il me dit mais laisse tomber, nous on adorait Lucio Fulci par exemple, on a beaucoup défendu, je sais pas si on a trop défendu, c'est plutôt l'écran et Mad, mais on adorait Lucio Fulci, mais laisse tomber, Lucio Fulci c'est rien par rapport à Walking Dead, ils y vont à donf sur le gore, etc. Et voilà. Et en salle, tu peux plus voir ça. Ça rentre dans une culture du noir qui fonctionne en ce moment, comme Breaking Bad, avec ses personnages négatifs, tout ça. Je pense que Walking Dead joue là-dessus, mais justement, c'est peut-être pas encore le cas, mais ça va, je pense, vite le devenir. Ça va être récupéré de toute façon par le mainstream aussi, et ça va devenir juste une. En tout cas, c'est pas encore trop récupéré par le cinéma. Ils sont encore par le cinéma, non, en tout cas, non, parce que là, ils ont. Non, c'est-à-dire que ça va peut-être devenir. Non, mais quand même. Enfin, oui, ça va. Je crois comprendre ce que tu veux dire. Mais... oui, parce que c'est pas évident, mais je sais. Non, mais ça va devenir la norme, tu veux dire, en gros. Et mais en même temps, j'aimerais bien moi, parce que quand tu vois une série comme Ray Donovan, par exemple, ou évidemment Les Sopranos, qui est le chef-d'œuvre absolu, ou machin, il y a une qualité d'écriture que tu trouves pas dans les Avengers, quoi. Enfin, oui, non, mais ça c'est sûr. Et ou dans du Christopher Nolan. Ou dans même moi j'ai un peu de mal avec Nolan, mais sauf son film de science-fiction que j'adore, mais le dernier, enfin donc voilà, mais bon, en même temps c'est aussi une question de génération, il y a aussi beaucoup quand tu arrives à un certain âge, tu dis c'était mieux avant. Moi, quand on est arrivé dans les années 80, je pense par exemple à Bertrand Tavernier. Bertrand Tavernier, quand tu parlais je me souviens avoir parlé de cinéma avec lui dans un festival à Dinard, cinéma anglais. Et il parlait merveilleusement bien, d'ailleurs, comme il le fait toujours, de cinéma américain, de Walsh, de machin, de ce que tu veux, des petits, même lui, des films qu'on connaît pas, des Mister Moto avec Peter Lorre, des machins, et à un moment on lui parlait, et nous on débarquait, on venait de faire le papier sur le découpage d'une séquence de police fédérale de Friedkin dans Starfix, et tu disais police fédérale, et lui il disait non, c'est pas possible ça. Pour lui c'était la dégénérescence déjà. Pour lui, à l'époque, dans les années 80, je sais pas ce qu'il en penserait aujourd'hui, mais voilà. Alors après il y a toujours une question alors il y a peut-être aujourd'hui je dis ça pour pas être vieux con. il y a peut-être aujourd'hui des jeunes qui vont créer des jeunes qui vont créer des jeunes qui vont créer une revue ou des sites. Il y a plein de blogs, des sites, etc. et qui vont aller eux-mêmes, ce que je souhaite d'ailleurs, chercher là où ça se passe, quoi, comme nous on l'a fait, et je pense mais c'est bien, c'est bien si justement un livre qui ressort sur Starfix aujourd'hui, voilà. Si ça peut relancer des choses et pas juste ancrer l'esprit comme quoi dans les années 80 c'était mieux, comme on peut en avoir l'impression un peu avec des séries comme Stranger Things, ou une espèce de mode des années 80 qui revient aujourd'hui avec ce doudouisme. Stranger Things, c'est Star Wars. Stranger Things, c'est un musée, quoi. Non, mais c'est ça. Fossilisé. Non, mais c'est ça. Il faut éviter ce truc-là. Je sais qu'il y a l'épisode de Beats de Rafik Djoumi qui est sorti justement sur ce doudou, les doudou movies, et puis cette génération qui n'a pas vécu les années 80 et qui le vit avec 30 ans de retard, comme si c'était une époque merveilleuse. Donc c'est pas ça qu'on cherche. Non, c'est plutôt justement une nouvelle génération qui va aller chercher ce qui se crée là aujourd'hui. Bien sûr, on va pas refaire les années 80. Enfin, on peut. Mais mais ce qui est malheureux, c'est ce qui se fait. Par contre, tu vois, avec Jurassic World et Star Wars, tout ça, machin, c'est ce qui fonctionne. C'est une mode. Voilà. Mais c'est évident qu'avec un livre sur Starfix qui sort aujourd'hui, on espère juste que ça va inspirer un minimum pour chercher ce qui se passe maintenant. Faudrait juste que ça soit clair. Nous, c'est vrai que nous, en gros, on n'a pas trop parlé on a hésité, à dire ce qui nous plaisait aujourd'hui.
On a plutôt fait vous verrez, on a fait des trucs un peu. Et je crois que c'est Fall qui a écrit un texte justement là-dessus, sur le choix qui a été fait. Oui, d'accord. En fait, j'ai pas tout bien. Non, mais j'ai eu à peine eu le temps de le lire parce que j'ai dû donner l'exemplaire que j'avais, j'ai dû le donner à un autre camarade de Starfix qui vit à La Roche-sur-Yon, où j'allais. Bref, c'est un peu compliqué, mais. Du coup, j'ai même pas eu encore vraiment eu le temps de relire ou lire le bouquin, que je ferai ça la semaine prochaine. Mais oui, on a chacun fait un truc, mais des fois on s'amuse entre nous, surtout avec Nicolas qui adore faire ça. Boukrieff, c'est de dire tiens, on voit un film qu'on adore, on se dit tiens, ça on aurait pu en parler si Starfix existait encore aujourd'hui. Alors Nicolas par exemple cite Ben Wheatley. Le cinéma de Ben Wheatley, Nicolas adore. Donc il dit moi si j'ai un Starfix aujourd'hui, je parlerai du. Il a hésité d'ailleurs. Je pense qu'il a hésité. Oui, parce que vous étiez libre pour le livre de choisir. Oui, on était absolument. On faisait ce qu'on voulait. Moi, j'ai fait un truc super bizarre. Sur les rêves. Sur les rêves. Sur mes rêves personnels. Je me dis vraiment, c'est un truc qu'on n'a jamais vu ailleurs. Je pense qu'on n'a jamais vu ailleurs. Un peu, et c'est super bizarre, mais c'est vrai. Tout est vrai ce qu'il y a dedans. C'est vrai. Tous mes rêves sont vrais. Oui, tous les rêves que je raconte dans le passer livre. Des sacrées nuits. Et non, mais je note mes rêves maintenant. Donc là, j'ai fait le best-of de mes rêves de cinéma. Il y a des rêves un peu plus malsain, mais là, je les ai pas mis. Et chacun a fait son truc, et voilà, et des fois, on se dit, là, dernièrement, François, lui, merde, j'ai oublié le titre, il a adoré, moi aussi, genre, en série béargneuse, c'est le film avec les ados, enfin, les jeunes qui sont confrontés à une bande. Green Room, voilà. Green Room, on a adoré, enfin, en tout cas, de mémoire, moi et François, et je pense Nicolas, et on se dit, voilà, Green Room, puis c'est intemporel, ça peut faire penser aux années 70-80, mais on en a causé un peu dans l'émission. Et Green Room, voilà, il y a quand même des gens, des cinéastes, des voilà, qu'on pourrait défendre encore aujourd'hui. Mais après c'est drôle parce que je pense que vraiment l'époque a changé dans le sens où on s'était posé la question absolument hors antenne, mais à savoir, on est toujours, quand on regarde un peu l'histoire de la critique de cinéma, l'histoire du cinéma et ses rapports, on se dit toujours, il y a beaucoup de générations de critiques de cinéma et Starfix en est une qui s'est fondée justement dans la redécouverte de gens, donc vraiment par rapport à ce dont on vient de parler. Mais nous, de quoi on peut parler? Évidemment, il y a Ben Wheatley, il va y avoir, mais au-delà de lui, qui pourrait y avoir, qui aurait d'un coup un public et tout ça. Moi, je cite souvent l'exemple de Nicolas Winding Refn dans le cadre du Fantastique. Ouais, mais Nicolas Winding Refn, il fait quand même du best-of. Mais c'est ça, c'est justement, c'est quelqu'un qui d'un coup occupe quasiment tout seul la case du cinéma, j'allais dire starfixien. Il s'autopromotionne très bien aussi. Il s'autopromotionne très bien, mais bizarrement, on dirait que toute la presse et tous les médias sont absolument traumatisés sur le truc, genre attention, il faut absolument pas qu'on passe à côté de quelque chose. Donc du coup, Nicolas Winding Refn, c'est un bon vendeur. Hein, oui, il est un bon vendeur, mais il a aussi, voilà, il est aussi bien, il est représenté à Cannes, il est en sélection officielle et tout ça. Mais au-delà de lui, genre à part Ben Wheatley de Jérémy Saulnier effectivement, mais lui aussi il va être sélectionné à Cannes. Par exemple, le marché du film, je sais pas si tu y vas toujours, non, mais à mon avis, il y a plus trop d'intérêt d'aller au marché du film maintenant. Non, il y a plus d'intérêt. Mais moi, je vais plus à Cannes depuis 4 ans. C'est toujours pareil. Là, je recommence le truc. C'est parce que c'était mieux avant. Moi, quand on allait à Cannes dans les années 80, le souci aussi, c'est que tout a changé. C'est-à-dire que nous, on allait à Cannes, il y avait même pas Canal, il y avait 3 chaînes télé, il y avait 4 films par semaine et 10 VHS qui se battaient en duel. Aujourd'hui, le marché du film, tu te le fais toi-même tout seul, rien qu'en zappant sur toutes les chaînes de cinéma du câble, où en plus il y a beaucoup d'inédits, dont des super inédits. Et il se passe plein de trucs. C'est vrai que tu vas en Corée, le cinéma coréen de genre aujourd'hui est super. Oui, c'est incroyable. Et nous, on en voit que vraiment une. Bah oui, alors à un moment, faut, alors là, pour le coup, il n'y a pas le choix, faut les télécharger. Parce que voilà, ils sortent même pas en DVD ici. Enfin, si. À il y a une exception. Il y a Busan qui va sortir, par exemple. Voilà, mais il y en a des tonnes. Moi, j'ai vu dernier truc de Busan, j'ai bien aimé. Mais quand je vois le délire critique qu'il y a autour, je me dis, ouais, c'est bien, mais est-ce qu'ils ont vu ce qu'il y a à côté? Parce qu'il y en a des qui sont aussi bien. Et le problème, c'est que des fois, tu vois un film comme ça, délire critique, tu dis oui, c'est vrai, c'est justifié, mais alors que ça devrait être la norme. C'est ça, non, ça devrait être la norme. Et c'est l'arbre qui cache la forêt. Bah ouais, c'est ça. Donc il y a encore il y a du cinéma. Il faut juste aller fouiller. Moi, voilà, mais le problème, c'est que
tout a tellement muté et changé avec Netflix, les chaînes du câble, le téléchargement, que maintenant, moi, je deviens fou. Chez moi, j'arrive plus à sortir. J'arrive plus à aller au cinéma. J'ai 3000 films à voir chez moi. Et donc tout a changé. Donc maintenant, moi, par exemple, voilà, il y a un truc que je regrette, c'est, il y a, je sais pas combien de revues de cinéma sur Paris, et qui ne parlent que des films quasiment qui sortent en salle. Or, les 3/4 de ces films qui sortent en salle sont distribués des fois juste sur une salle à Paris, une salle à Montpellier, pendant une semaine. Pendant une semaine. Alors qu'à côté de ça, tu as tu as des chaînes comme Netflix, tu as des chaînes comme Amazon, tu as le câble, tu as des chaînes sur lesquelles je bosse, dont je vais faire la publicité, qui est une super chaîne qui est Filmo TV, où tu as un nombre incroyable de films. Et ces films sont disponibles pour tout le monde, à tout moment, en France. Pendant une période d'un mois, 2 mois, un mois, 2 mois, ou à vie comme Netflix, et plus ou moins, et tout le monde peut le voir. Et tu peux le voir chez toi sur un grand écran télé. Donc ça laisse le temps de d'écrire dessus et que les mais gens. Mais oui, et il y a des tonnes et personne et les gens, ils en savent pas. Donc t'es là, moi des fois je fais un truc sur Facebook. L'autre fois, il y a quelques mois, je dis regardez sur Paramount Channel à 22h40, il passe La Trahison, ce Pécache, polar incroyable des années 70. C'est super. Putain, mais ça, on est dans le la retour que j'ai eu, en disant Mm. mais c'est incroyable, c'est quoi ce film, etc. Alors moi je tiens à te remercier aussi publiquement parce que c'est vrai que sur Facebook tu pose de temps en temps des conseils comme ça. Alors moi j'ai pas la télé, mais par contre Trahison Pécache par exemple, je l'ai trouvé sur internet et c'était un plaisir de voir ce film comme d'autres que tu as pu conseiller. Donc oui, il faut conseiller. Non mais on est encore sur du répertoire. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est là par le coup. C'est vrai que c'est du répertoire. Après tu as aussi des films plus récents. Hein. Moi je sais pas, j'ai pas de titre en tête, mais je vois des films récents. Que ce soit en téléchargement illégal ou sur le câble, parce que je suis abonné à toutes les chaînes de cinéma, ou même un DVD que je trouve, là je vais aller tout à l'heure, juste en sortant de l'émission, cache, le cache, mon cache préféré, à Picache. Les deux, Picache, machin, et des fois je trouve sur des vieux trucs ou des trucs récents, ou donc et puis surtout les séries télé, quoi, voilà. Donc au contraire, il n'y a jamais eu autant de trucs à faire qu'aujourd'hui, en fait, vu la disponibilité. Mais le problème, c'est justement de guider, en fait, c'est de... c'est ce qu'on fait. Moi, on fait ça à Filmo TV. Filmo TV, on a une émission qu'on anime tous les mois avec Fausto, Erwan, Chaffio, Demad et François Cognard, ex de Starfix, qui s'appelle Le Bistrot de l'horreur. On sélectionne des films, pas nécessairement que des films géniaux, hein. C'est des films qui passent en SVOD. Donc tu t'abonnes sur Filmo TV pour 9 euros ou je sais plus combien par mois, moins de 10 euros, et même 8 euros je crois. T'as un choix de 500 films, dont plein de films fantastiques, et on fait une sélection par thème chaque mois. Les psycho-killers, les sorcières, les machins, etc. Dedans, il y a aussi des mauvais films ou des nanars, et c'est là que j'aime bien faire cette émission, je me dis, mais peu importe, c'est-à-dire que chacun ses goûts, c'est-à-dire que si tu veux prendre ton pied à aller regarder un mauvais film de Jésus Franco, parce qu'il en a aussi fait des mauvais, et tu peux. Il faut juste avoir le recul et t'amuser, etc. Et savoir que ça existe, c'était ça Starfix aussi. C'était mélanger, mixer toutes les cultures et dire oui d'accord, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et des fois on taguait aussi des films qui nous plaisaient pas. On n'était pas très Jacques Doillon non plus, donc. Mais ça veut pas dire que pas parce qu'on n'est pas Jacques Doillon qu'il faut dire n'allez pas voir les films de Jacques Doillon, c'est de la merde. Non, pas du tout. Chacun son. Moi, c'est-à-dire qu'en gros, plus c'est un peu comme Langlois, quoi, qui a créé la Cinémathèque. C'est-à-dire que plus le maximum de gens peuvent voir le maximum de films, plus je suis ravi. Donc, il y a un peu quelque chose où tu dis cette culture-là, finalement, elle est un peu gagnée. Quand on voit qu'à Arte, il y a quelqu'un comme Olivier Père à la tête, qui est aussi un grand fan de cinéma bis, et à la Cinémathèque, c'est Jean-François Roger qui s'occupe de la programmation. Alors, j'appelle ces gens-là, je les connais, c'est pas péjoratif. Non, mais j'en discutais avec Jean-François Roger de la Cinémathèque. On s'appelle entre nous, c'est pas trop mon cas, mais les infiltrés. C'est-à-dire que ça commence maintenant. Enfin, Jean-François, il a programmé le bis à la Cinémathèque depuis 20 ans et ça fait un carton. Mais s'il n'avait pas été là, il n'y aurait pas de bis. Olivier Père, je sais pas si c'est lui qui gère directement la case d'horreur, mais je pense pas sur Arte, mais
Mais en tout cas, il y a une case horreur où tu passes, qui est un peu un grand n'importe quoi. D'ailleurs, des fois, tu te dis bon, pourquoi il passe un coup la révolte des morts vivants, un coup, enfin bon, bref. Et moi, j'ai un autre ami qui dirige le qui a créé le festival de Saint-Sébastien Fantastique, lequel je vais depuis 20 ans, qui depuis 6 ans est devenu patron du grand festival de Saint-Sébastien, qui est un des plus gros festivals de cinéma du monde. Et qui me dit qu'il commence à mettre un peu de bizarrerie au sein du grand festival, qui d'ailleurs recartonne depuis qu'il est devenu le responsable. Donc on est en train on appelle ça de l'infiltration bis, genre un mec comme Manuel Alduy par exemple quand il bossait à Canal, qui est maintenant West Side, je crois. Qui est je sais plus où il est, mais enfin c'est un lecteur de Mad Movie par exemple. Donc mais c'est pas encore ça. Il n'y a pas encore en France. On produit pas encore des films fantastiques en masse comme il y a eu en Italie dans les années 60, en Angleterre dans les années 60, aux États-Unis depuis toujours, etc. Comme dirait Pascal Laugier, qui à chaque fois, c'est très dur à chaque fois pour monter un film de genre, fantastique ou bizarre. Il fait aux États-Unis lui maintenant. Là, il va attaquer un tournage là bientôt. Laugier qui a fait Martyr notamment, et puis The Tall Man, je sais plus comment c'était traduit en français. Oui, son dernier film. Et lui il dit mais faire un film fantastique en France c'est toujours un one shot. C'est one shot par one shot. Il y a pas une industrie derrière. Mais ça fait déjà quelques années ils ont tenté. Même il y avait un documentaire viande d'origine française qui revenait sur le problème. Même s'il y a eu un vrai âge d'or quand même, parce que moi qui suis âgé, j'ai quand même fréquenté toutes les salles de quartier dans les années 70, etc. À l'époque, le cinéma fantastique français se limitait à Jean Rollin. Il y avait que Jean Rollin. Et là, depuis le Pacte des loups, parce qu'il y a 2 films qui ont un peu lancé le genre en France, c'est le succès du Pacte des loups et de Promenons-nous dans les bois, en fait. Donc ça, c'était il y a plus de 10 ans, 15 ans. Et il y a jamais eu autant de films de genre en France depuis, enfin, en tout cas fantastique. Qui marche bien à l'étranger, en plus. Toujours pareil, ça se vend très bien, ça marche pas trop en salle, mais ça cartonne à l'étranger. Alors que ça cartonne à l'étranger et ça cartonne sur le câble. Alors que tu prends par exemple les Bronzés 3, ça a fait 10 millions d'entrées en France et invendable à l'international. Donc voilà, c'est... Et on le retrouve sur tous les vides-greniers aussi. Mais enfin voilà, 32 € hors collection, n'oubliez pas d'acheter le livre. Parce que du coup, pour parler un petit peu du bouquin, donc c'est quand même, avant de se quitter, il nous reste 2 minutes. Donc 32 €, et puis alors du coup, ça consiste en une sorte de, les bonnes feuilles en tout cas du Starfix, des 10 ans de Starfix, des 10 ans à peu près. En fait, ça correspond en fait très exactement, parce que c'était une torture pour choisir des articles, ça correspond juste à des articles emblématiques de la revue sur les 30 premiers numéros. Il y a eu 90 numéros quand même, donc juste les 30 premiers. Et disons que ça ferait à peu près 65 ou 70% du bouquin, c'est des reprises, et 30% du reste, on s'est tous fendus d'un texte. Au moins entre un ou 2 textes. Numéro chacun, 91 du coup. Numéro 91. Et là, c'est plutôt rigolo, c'est que je pense que c'est un cas unique dans l'histoire de la presse française, c'est-à-dire que tu as l'équipe originale qui a créé une revue, qui revient à faire des textes 25 ans après la mort de la revue. Alors que chacun en plus s'est installé, donc et nous en fait, si on a fait ça, c'est avant tout le premier truc, c'était pour en fait on voulait c'était une occasion de se retrouver. Et on a réfléchi, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on lance une nouvelle revue, un nouveau Starfix, mais c'est n'importe quoi, tout le monde est pris, les enfants pour certains, les films, etc. Un site internet, machin, et puis de fil en aiguille, on a, grâce à Hélène Méric d'ailleurs, puisque Hélène avait sorti sa propre autobiographie auto-éditée sur Starfix, voilà, et qui du coup nous a remis en contact avec la personne qui avait racheté le Starfix, qui avait fait la nouvelle version, qui a écrit un petit texte aussi dans le livre d'ailleurs, et Patrice Giraud qui du coup a dit ah bon, voulez-vous reformer, mais moi je vous suis à Donf. Et qui a été vraiment super cool, là, vraiment depuis le début de cette histoire, qui nous a suivis, qui nous a trouvé l'éditeur, qui nous suit, elle nous suit. C'est drôle, il est marrant parce qu'il nous suit à la fois parce que c'est grâce à lui qui a trouvé l'éditeur, et en même temps il est comme un fan par rapport à nous, puisque c'était aussi un lecteur de Starfix à l'origine, donc il est très discret, vraiment ça se passe très bien avec lui. Et donc tout ça via Hélène Méric qui
qui a fait le Go-Between. Donc voilà. Il va falloir qu'on se quitte. Merci beaucoup Christophe Lemaire d'être venu. Merci à toi. Le livre donc Starfix, on peut le retrouver chez quel éditeur d'ailleurs? Hors collection, 32 € je crois, mais c'est un beau livre. C'est un beau livre. Et en plus, si vous touchez les pages, vous devenez immortel. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vendre un bouquin? On se quitte avec un extrait de Evil Dead, dont vous pourrez retrouver d'ailleurs un texte au tout début du livre. Et puis on se retrouve très bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Christophe, merci Antonin. Ciao. Des bisous. Au revoir. La honte du lycée. Un peu comme toi, quoi. Comme ça, comme moi. T'as envie de mourir, on dirait. Non, je te jure, des mecs comme ça, t'y crois pas. Mais t'y crois pas, il avait qu'une passion, c'était les massiens. Jaloux, moi. Ah oui. Écoute, on jaloux de lui. C'est la bande qu'on a trouvée en bas. Il y a un certain nombre d'années maintenant, j'ai entrepris de fouiller les ruines de Kandar en compagnie de confrères archéologues. Aujourd'hui, je vis retiré avec mon épouse dans un chalet isolé au cœur des montagnes. Ici, je peux à loisir poursuivre mes recherches à l'écart des mille et une tentations de la civilisation moderne et des querelles académiques. La découverte que j'ai faite sur le site de Kandar me paraît en tout point capitale. Il s'agit d'un recueil d'incantations accompagnant les rites funéraires sumériens. Le titre de ce manuscrit est Naturan Demanteo, que l'on peut approximativement traduire par Livre des morts. Sa reliure est faite de chair humaine et son encre de sang. L'ouvrage en question traite des démons, de leur résurrection, ainsi que de ces forces obscures qui hantent les forêts de l'humanité. Les premières pages nous mettent en garde contre ces créatures qui défient le temps. Elles peuvent être en sommeil, mais ne meurent jamais. Les incantations contenues dans cet ouvrage ont précisément pour vertu de les ramener à la vie. Les lire à haute voix équivaut à donner aux démons l'ordre de posséder les vivants. Mais qu'est-ce qui te prend? Ça devenait cool. Je veux pas en entendre davantage. Un point, c'est tout. Arrête de la faire flipper, Scotty, c'est pas drôle. Il faut qu'on écoute la suite. C'est quand même pas la mer à boire. Tatra amistrobin hazarta. Tatir mano mansizon hazan sobar. Samanda robza. Dar his hiker dans de roza. Ganda. Éteignez-moi ça. Ganda. Éteignez-moi ça. Ganda.